Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous une fois encore dans Vox Books. Dans ce monde dicté par le capitalisme et où le socialisme peine à trouver ses marques, un nouveau système nous est proposé aujourd'hui, le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique. Fruit d'une vingtaine d'années de réflexion et de recherche, le présent ouvrage s'inscrit dans le débat de l'éthique des différents systèmes de société et de changement qui seront demandés aux hommes dans les années à venir. Écrit dans un style dynamique et fortement documenté, l'auteur revisite la question du développement et ses problèmes avant de présenter le concept du solidarisme. Il fustige par ricochet le fonctionnement anarchique des marchés, mais promeut l'équilibre général à travers la présentation du système solidariste et son fonctionnement en économie. Dans ce cas, il estime que le but du solidarisme est de définir les lois et déterminer les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques ou les acteurs économiques peuvent rechercher de façon individuelle et libre leur propre intérêt tout en concourant au bien-être général. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Francis Adolphe Bidioka, 47 ans, est un économiste de formation. Entrepreneur social et aujourd'hui écrivain essayiste. Comment se passe au quotidien la gestion de votre casquette, je veux dire quoi, pluridimensionnaire? Oui, vous savez qu'en fait, parfois, on les a fait de façon intermittente. C'est-à-dire que j'ai commencé par le journalisme, ensuite, vous passez à une autre étape. Et donc, de temps en temps, au fil des échecs ou des succès, parfois, vous revenez sur des projets que vous aviez mis en berne à la faveur d'une opportunité particulière. Donc, ce qui fait, c'est comme ce livre, à un moment donné, il était en berne, et pourtant il a été écrit avant beaucoup d'activités que j'ai fait par la suite. Mais à un moment donné, il revient au devant de la scène. Alors, on a été habitué à deux idéologies ou deux systèmes économiques. D'un côté, le capitalisme et à l'opposé, le socialisme ou le communisme. Enfin, ce sont ces deux systèmes économiques qui sont connus, en fait, mondialement parlant. Mais aujourd'hui, vous proposez une idéologie nouvelle, le solidarisme, et vous précisez une solution intégrée aux problèmes du développement économique. Expliquez-nous ce concept qui est, on va le dire comme ça, nouveau, hein, pour nous-mêmes et pour nos téléspectateurs. Oui, c'est un concept nouveau parce qu'il n'est pas enseigné dans les universités où il n'est pas connu, même s'il a existé, même si le mot n'est pas nouveau, parce qu'au début du siècle dernier, au 19e siècle notamment, en 1905, Léon Bourgeois, au 20e siècle, autant pour moi, Léon Bourgeois sort un livre qui s'appelle « De la solidarité », où il évoque déjà cette troisième voie entre la vision du monde libéral, qui elle-même est issue, n'est-ce pas, de la vision du grand philosophe grec Aristote, pour lequel c'est l'individu qui est responsable de sa vie et de ses choix. À partir de ce moment, c'est à lui de se débrouiller. Et elle s'est donc opposée à la vision des marxistes, qui provient également de Platon. Platon estimait que c'est la société qui prime sur l'individu. Et donc, pour Marx, Karl Marx, il a estimé qu'il faut donc que l'individu, qu'on supprime, n'est-ce pas, la propriété privée, parce que ça donne à l'individu le pouvoir de détruire la société. Et donc, on a essayé de collectiviser justement les moyens de production, ça a donné le communisme. Mais face à ces alternatives, il y a donc... face à ces deux systèmes, il y a eu l'alternative proposée par des penseurs, notamment français et sociologues, Léon Bourgeois, Célestin Bouglé, Émile Durkheim, qui ont effectivement conçu la société comme quelque chose d'autre, comme un corps interdépendant. La société vit de l'interdépendance de ses membres. Aussi, ce que vous faites aujourd'hui, le Cameroun qu'on a aujourd'hui, dépend des gens qui sont morts en construisant le chemin de fer, qui sont morts dans les guerres d'indépendance. Et tout ça fait qu'on est redevable des uns les autres. Et on ne peut donc pas dire que l'individu qui a réussi pour lui seul. Il a un devoir de solidarité vis-à-vis des autres. Et ça a donné en France l'État social. C'est ça qui a donné l'école publique gratuite. C'est ça qui a donné la retraite. C'est ça qui a donné un certain nombre de choses qui ont permis aujourd'hui que dans les sociétés occidentales,
que vous travaillez ou pas, vous avez une certaine assurance. Mais maintenant, la traduction économique, c'est là où j'interviens, parce que c'était des systèmes sociaux, mais ce n'était pas des formalisés sur le plan économique. Justement, j'allais poser cette question. Lorsque Bourgeois, en 1904 ou 1905, dans son ouvrage intitulé « De la solidarité », évoque justement ce concept du solidarisme, quelle est la différence justement entre le solidarisme prononcé ou pensé par Bourgeois et celui que Bitioka nous enseigne aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu plus de 110 ans plus tard? Oui, comme je vous ai dit, c'était un solidarisme social. C'était de dire qu'il y a une interdépendance entre les individus. À partir de ce moment, quelqu'un, par exemple, qui s'enrichit, qui a ouvert un magasin et qui vend, mais il vend parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, il ne peut pas dire que les autres qui achètent sont plus feignants que lui. Donc, à partir de ce moment, on dit vous êtes liés. Et si, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un tombe dans la rue et qu'il pourrit là, qu'il meurt et qu'il pourrit, ben, il va importuner l'ensemble de la population. À partir de ce moment, il y a une nécessaire action à mener vis-à-vis des gens qui sont plus ou moins défavorisés. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'aspects sociaux qui ont fait que c'est ça qui a peut-être sauvé l'Europe du communisme. Parce qu'avec ça, ça a permis donc que la richesse puisse côtoyer, n'est-ce pas, pas la pauvreté, mais un certain bien-être général. Et donc, voilà cette troisième voie et qui est plus ou moins à la base de l'État social, notamment en France. Comment percevez-vous le développement économique aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'il est question dans cet ouvrage? Quels sont les différents problèmes qui existent justement aujourd'hui et dont il est important de relever? Alors, dans les différents problèmes, vous avez déjà ce qu'on peut appeler le sous-développement, c'est-à-dire qu'un développement insuffisant, ou alors contrarié. Parce que le développement, c'est la capacité à produire suffisamment de biens et services pour assurer le bien-être de sa propre population. La capacité de transformer la nature à sa guise et à sa volonté. Maintenant, donc, vous allez voir que le problème du développement, c'est l'incapacité à arriver à cela. Parce que quand vous êtes dans une société normale, tout le monde a droit au travail. C'est un droit, ce n'est pas un devoir, c'est d'abord un droit. Donc, la société doit être capable de vous donner un travail. Or, le chômage est un problème du développement. Donc, quand vous êtes dans un pays, il y a le chômage. Lorsque vous entrez en récession, parce que vous savez que le capitalisme génère des crises cycliques. Donc, à un moment donné, vous entrez en récession, en crise, des entreprises tombent en faillite, des gens s'appauvrissent, des gens rentrent dans la misère. Et donc, là, vous avez encore un autre problème du développement. Maintenant, vous pouvez avoir des problèmes, j'allais dire, de sous-développement. Donc, la société de consommation peut créer des travers. Vous avez des problèmes comme les équilibres de balance de paiement sur le plan économique. Vous pouvez avoir des problèmes de liberté et de droits de l'homme. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire lorsque les populations ne se sentent pas bien, lorsque les populations ne se sentent pas, ne s'épanouissent pas, comme dans les pays comme en Corée du Nord, on peut parler d'un problème de développement. Et là, on entre dans la dimension du développement humain. C'est peut-être pas ça que nous voulons aborder, le développement humain et ses problèmes, mais nous restons dans le développement. Les problèmes d'immigration sont aujourd'hui les problèmes auxquels font face les sociétés occidentales. Les problèmes liés à la grande au terrorisme, c'est des problèmes qui sont liés au développement, parce que c'est souvent des gens qui sont pauvres, qui vivent dans la misère dans certaines parties du monde, ou qui sont exploités, qui se révoltent et essayent justement d'agir contre, n'est-ce pas, les puissances de l'argent dans d'autres pays. Comment est-ce qu'on peut, à travers le solidarisme justement, faire pour assurer cet équilibre, même individuel ou collectif, dans ce pays? Alors, le solidarisme, comme vous le savez, c'est une synthèse, n'est-ce pas, de différents systèmes. Déjà une synthèse du capitalisme, parce qu'il y a des bons points dans le capitalisme, dans le libéralisme. Il y a des bons points dans le socialisme. Il y a des bons points dans d'autres systèmes, dans le système africain de communautarisme. Il y a des bons points. Et donc, c'est de dire que quel est le bon point du libéralisme? C'est le marché.
l'allocation des ressources, n'est-ce pas, une allocation optimale des ressources passe par la compétition, par le jeu du marché. Le jeu du marché, parce qu'il est libre, parce qu'il est compétitif, permet de donner, permet que chacun se retrouve à sa juste place. C'est-à-dire, si on veut recruter des journalistes à Vox Africa, on fait un concours. Les meilleurs passent. Ceux qui ne passent pas ici vont aller dans des radios peut-être du quartier, et ceux qui n'auront même pas pu aller là-bas vont se reconvertir dans autre chose. Donc, ils vont reprendre peut-être leur formation aussi. Ils vont reprendre leur formation peut-être pour aller se mettre là où ils sont mieux adaptés. Donc, le marché permet une allocation optimale des ressources. Maintenant, le marché ne fait pas tout. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre vraiment de la compétition. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez entrer dans ce qu'on va appeler le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est cet économiste qui a dit que le marché ne fait pas tout. Il faut que l'État intervienne. Il faut que l'État, en investissant, corrige les dysfonctionnements. Que l'État redistribue, n'est-ce pas, par des transferts, les richesses qui ont été trop accumulées dans un endroit pour créer de l'équilibre. Mais même le keynésianisme, on l'a vu à un moment donné, n'a pas pu apporter des solutions. Et on s'est retrouvé avec ce qu'on appelait la stagflation. C'est-à-dire qu'on se disait que en faisant des déficits publics, des politiques publiques, on crée de l'emploi, mais en créant de l'inflation. Mais on s'est retrouvé à un moment où il y avait et l'inflation et l'absence de croissance. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que le système s'est essoufflé à ce niveau. Et donc, c'est pour ça qu'après cela, il y a ce qu'on appelle la planification. Ça, c'est ce qu'on emprunte au communisme. Tous les pays du monde planifient. Tous les pays du monde, aux États-Unis, partout. C'est pourquoi vous verrez toujours les chefs d'État accompagner les opérateurs privés. Lorsqu'on lance un programme d'armement, il est hors de question que, par exemple, une ressource rare, le coltan qui se trouve au Congo démocratique, qu'un président vienne décider de nationaliser ça. Il va créer un problème sur toute l'industrie américaine. Donc, à partir de ce moment, l'État s'implique militairement, n'est-ce pas, dans les endroits où elle estime que les intérêts stratégiques de son industrie sont en jeu. Comme l'a dit John Kenneth Galbraith, qui est un économiste américain, il a dit qu'on ne peut pas permettre, avec le volume des enjeux, économique, permettre que le marché soit libre. Donc le marché est planifié. On va prendre une petite pause, on va découvrir le clin d'œil de notre semaine et on va se retrouver juste derrière pour la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre auteur Francis Bitioka. A tout de suite. Aider les populations africaines à avoir accès au savoir via la documentation pour être préparées au monde professionnel est l'un des leitmotifs de l'organisme La Main de Pulga. La Main de Pulga est un organisme à but non lucratif qui a pour but de permettre aux communautés locales d'Afrique en général et du Congo-Brazzaville en particulier d'avoir accès aux livres et à une formation qualifiante les permettant d'avoir accès au marché de l'emploi. Pour rendre ce projet viable, l'association à but non lucratif sollicite du grand public un soutien qui va concourir à implémenter cette œuvre sociale. On a besoin des livres pour enfants, pour les adultes, les jeunes, adolescents, des livres documentaires. On a besoin aussi des manuels pour les écoles qu'on pourrait aussi distribuer. Donc nous avons besoin de votre aide pour nous soutenir dans notre organisme. Un peuple instruit et maître de son destin est ce dont l'Afrique a besoin pour se développer. La Main de Pulga entend pouvoir apporter sa contribution pour une Afrique belle et prospère. Notre deuxième objectif, c'est de récolter de l'argent, en fait, pour transporter toutes ces choses d'ici, du Canada, au Congo-Brazzaville. Comme troisième objectif pour cette année 2016, nous voulons avoir un local au Congo-Brazzaville dans lequel nous allons mettre tous les livres par rangée, avec des tables où est-ce que les gens peuvent consulter les documents sur place. Et ensuite, nous allons installer un système informatique qui va permettre aux gens d'emprunter des livres, d'aller avec les livres chez eux, les consulter et les ramener. Pour l'association, l'éducation est le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté. De retour sur le plateau de VoxBoost, toujours en compagnie de Francis Bitioka. Il est journaliste, économiste, consultant et entrepreneur social. Il est également l'auteur du Solidarisme, une solution intégrée au problème du développement économique, un ouvrage de 289 pages nouvellement
publié aux éditions Lupepo. À quoi devrait ressembler, Francis Bitioka, votre système solidariste? D'abord sur le plan politique, oui, et ensuite du point de vue économique. Alors, sur le plan politique, déjà, il faut pouvoir dire qu'un système économique est d'abord basé sur, il faut un soubassement, un système politique. Il faut en même temps définir le régime des personnes et le régime des biens. Alors, lorsque vous entrez à l'intérieur, il faut donc que les individus aient les droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit au travail, le droit à la propriété, le droit à la santé, ainsi de suite. Et donc, il faut dire que sur le point de vue de l'organisation, notamment politico-administrative, il faut une décentralisation très poussée. Parce que si vous n'avez pas un système décentralisé, vous ne pouvez pas appliquer le solidarisme. Pourquoi? Parce que, je vais prendre toujours un exemple au Cameroun. Le Cameroun, pour ne parler que de ce pays-là ou des autres pays africains, n'est pas une vraie économie, ce n'est pas un vrai pays. C'est une ancienne colonie qu'on a simplement nationalisée. On a nationalisé la colonie, mais on n'a pas encore créé le Cameroun en lui-même. Parce qu'on n'a jamais fait de contrat social. À quel moment les Camerounais se sont retrouvés pour se dire qu'ils voulaient faire un pays et à quelles conditions? Vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de le droit foncier est juxtaposé au droit coutumier. Quand vous allez à l'ouest, il y a une façon de donner les terrains. Quand vous allez au centre, il y a une façon de donner les terrains. Et en même temps, il y a un autre droit qui lui est au-dessus et qui ne les connaît pas. Parce que les colons avaient décidé que les indigènes n'avaient pas droit à la terre. On les laissait habiter là, on pouvait les exproprier, les déguerpir quand on veut, mais ils n'avaient pas droit à la terre. Et à partir de ce moment, les indigènes et les villages ne font pas partie du circuit économique. C'est pour cela que vous allez voir qu'il n'y a pas de banque dans les villages. Les gens qui produisent le cacao, qui produisent le café, qui produisent toute la richesse dans les villages n'ont pas droit au crédit. Par contre, les gens qui viennent revendre ce qu'ils ont produit, eux, ils ont droit au crédit. Vous voyez donc qu'on déplace donc le moteur de la richesse des producteurs vers des intermédiaires qui, eux, c'était des citoyens, notamment français ou autres. Et aujourd'hui, vous allez voir que qui fait aujourd'hui les plus grandes plantations? C'est les fonctionnaires. C'est les gens qui sont en ville, qui travaillent avec les revenus des ressources naturelles et du cacao et du plantain. C'est eux qui ont suffisamment d'argent pour aller acheter des hectares de terrain pour pouvoir faire 10, 20, 30 hectares. Mais pourquoi la personne qui est au village, qui a la force de travail, ne peut pas faire davantage d'hectares de cacao? Parce qu'il n'a pas accès au crédit, il n'a pas accès à l'argent. Et vous voyez donc ce genre de distorsion. Donc, il faut déjà rétablir dans les pays, notamment d'Afrique, il faut rétablir un système économique. C'est-à-dire que ça part de l'argent économique à la base, c'est-à-dire le village. Et vous devez l'organiser normalement avec une mairie. Parce qu'une ville, l'embryon de ville, c'est un maire, c'est une banque, hein, comme on regardait dans les films western ou dans les romans. Dans les films du Far West, vous trouviez toujours une banque, un shérif, un maire, un centre commercial, un barbier, ainsi de suite. Donc ça, c'est les embryons, n'est-ce pas, de l'organisation administrative. Il faut qu'elle se retrouve partout. Et pas des villages où on dit un chef traditionnel qui a que des pouvoirs familiaux. Il y a un aspect qu'il ne faudrait pas négliger. Dans ce cas, un aspect qui est pourtant hyper important, c'est la monnaie. Oui. Justement, vous parliez de banque tout à l'heure, mais pour garder de l'argent, il faut de la monnaie. Comment sera structuré dans votre système solidariste le système monétaire? Oui. Absolument. Le système monétaire, vous savez, la monnaie, c'est comme la sève d'une plante, c'est comme le sang dans le corps humain. C'est lui qui transporte la richesse, c'est lui qui transporte les médicaments que vous buvez, c'est lui qui transporte. Et donc, à partir de ce moment-là, si des gens produisent dans un village et qu'il n'y a pas de monnaie là-bas, comment leur production devient une richesse? Tant que vous mangez des plantains dans la forêt, même le PIB ne vous connaît pas. Quand on fait le PIB du Cameroun, on ne met pas le plantain que vous avez consommé. Le plantain qui pourrit dans la bourse, on ne le compte pas. À partir du moment où il n'est pas traduit sous forme de monnaie, vous allez voir des gens... Voilà, il n'est pas évalué. Vous voyez des gens qui ont des milliers de plantations, mais qui n'ont pas 100 francs pour payer une boîte d'allumettes.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut dire qu'ils sont exclus. C'est pour ça que je parle des gens qui sont à la périphérie du système. Ils sont des indigènes et le système ne les connaît pas. Il faut donc que le système bancaire qu'on met en place, avec la décentralisation qu'on met en place, c'est de dire donc que dans ce village où il y a un maire, il faut une institution financière qui permet aux gens de mettre leur épargne et en même temps qui leur permet, lorsqu'ils veulent produire davantage, de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle des crédits à l'économie. Et donc, vous financez donc la production de biens qui vont enrichir, n'est-ce pas, la croissance du pays. Mais si effectivement ce monsieur n'a pas accès à la monnaie, ça veut dire que ce qu'il produit ne compte pas. Pour qu'il ait de la monnaie, il faut que des gens qui ont eu la monnaie en ville, qui n'est pas basée sur la production, qui est basée sur des services ou sur l'administration, que c'est cette monnaie-là qui vienne lui permettre, lui, le vrai producteur, de pouvoir entrer dans le circuit économique. Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez donc que si vous n'avez pas de système économique, vous n'avez pas de monnaie. Et si vous n'avez pas de monnaie, tout ce que vous produisez, donc la monnaie, comme disait Tunjan Pomi dans son livre « Monnaie, servitude et liberté », la monnaie réprime l'économie. Le système monétaire, un mauvais système économique, réprime l'économie parce qu'elle ne permet pas à la richesse d'être évaluée, de s'exprimer, d'exister. Parce que tant qu'il n'y a pas de monnaie, vous n'existez pas. Vous êtes dans une brousse, vous vivez comme si vous viviez de la chasse et de la cueillette. On va sortir par là, puisque le temps nous tient à la gorge. Que concrètement, que gagnerait un État, voire même les États africains qui voudraient bien changer de paradigme pour embrasser ou pour adopter ou pour converger vers cette nouvelle perspective économique, le solidarisme. En gros, comment sortir du sous-développement grâce au solidarisme, par exemple? Alors, pour sortir du sous-développement, déjà, il faut quand même, je suis revenu sur un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est déjà d'être libre, de créer une société où vous êtes libre. Deuxième préalable, c'est la connaissance, l'ignorance. Il faut le savoir. Nelson Mandela disait que l'éducation sera votre plus grande richesse. Si vous ne connaissez pas, parce que se développer, c'est d'abord connaître. Savoir que l'argile que j'ai, c'est avec ça que je peux faire des calebasses, mais la calebasse, c'est-à-dire le carreau. Donc, on fait le carreau de la même manière qu'on fait une calebasse. Mais si vous savez ça, vous allez produire des calebasses. Si vous savez qu'avec les cochons ou les porcs que vous élevez, vous pouvez faire du jambon, du saucisson, à partir de ce moment, vous créez de la valeur ajoutée. Et donc, c'est d'abord la connaissance qui vous permet de créer de la valeur ajoutée. Et ensuite, la bonne organisation de votre pays en solidarisme permet de créer la richesse à tous les niveaux et permet de libérer l'État central, n'est-ce pas, de la charge de devoir s'occuper de tous les autres aspects de l'économie. Et en plus, ça fait que dans nos pays, par exemple, nous vivons sur la base des réserves de change, donc des devises que nous obtenons en vendant des matières premières. Et nous ne vivons pas sur la base de la production que les agents économiques mettent sur le marché. À partir de ce moment, pour un pays qui a adopté le solidarisme, qui a créé des marchés locaux et un circuit, une activité économique locale, les devises permettront simplement d'acheter à l'extérieur ce que nous n'avons pas ou que nous ne pouvons pas encore produire. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Voxbook. Je veux rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, économiste, consultant et entrepreneur social. Vous êtes surtout l'auteur du Solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique, un ouvrage d'un peu plus de, ou alors un ouvrage de 280 pages, ou 289 pages, nouvellement paru aux éditions L'UPEPO. Merci en tout cas. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur le plateau de votre chaîne panafricaine. On espère que ce nouveau paradigme pourra aider de nombreux pays africains justement à sortir du sous-développement. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Merci à vous en tout cas à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses restent disponibles, vous le savez d'ailleurs. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Au revoir. Quand la jalousie et le désir de vengeance d'un prétendant est conduit, rejoignent la cupidité d'un sorcier sans scrupules, tout semble réuni pour faire basculer une vie. Entre forêt et savane africaine,
Sur fond de course contre la montre, se joue l'étrange destin de Makura la Belle. L'étrange histoire de Makura la Belle de Dany Laure Niazalé, nouvellement paru chez L'Harmattan. Un lundi, comme un autre, un albinos naît à la porte des adultes, d'une mère discontinue et d'un père volage, dans un continent improbable. Un être qui porte dans sa fragilité, dans l'incertitude même de sa peau, et pour qui commence une quête de soi. Mémoire d'une peau, livre posthume du regretté William Sassine, est un roman flamboyant, émouvant de vérité à l'humour désespéré et corrosif, servi par une verve étincelante, somptueuse, poétique. Ce récit, par bien des côtés autobiographiques, est le testament d'un écrivain majeur, lucide et généreux. Mémoire d'une peau de William Sassine, disponible chez Présence africaine. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.